France Leblanc, Mireille Chartrand, je suis très contente de discuter avec vous. Premièrement, on parle de féminisme, on a parlé d'austérité, on parle de deux mots qui s'entrechoquent. Il y a un groupe qui veut se battre pour contrer cette austérité-là. Elle fait mal, l'austérité. Vous le sentez sur le terrain, vous qui êtes à la table de concertation des regroupements féminins et vous qui travaillez dans un centre de femmes, vous voyez les femmes se multiplier, avoir besoin de services. Qu'est-ce qu'on va faire pour réagir à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir à tout ça? Pour réagir, d'abord, il faut dénoncer les politiques puis les mesures mises en place par le gouvernement parce qu'effectivement, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. D'abord, on sait que c'est des coupures dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans les organismes communautaires aussi. Il y a plein de choses qui ont été abolies, disparues, puis c'est beaucoup des secteurs d'abord où les femmes travaillent, donc elles sont privées dans leur capacité de travailler et d'avoir un revenu décent. Et en même temps, elles sont beaucoup plus aussi prestataires des services du gouvernement. Il faut dénoncer d'abord, il faut expliquer aux gens aussi pourquoi ces mesures-là font plus mal aux femmes et aux familles. Et puis, il faut aussi, bien sûr, soutenir les femmes sur le terrain parce que celles qui le vivent directement, cette austérité-là, c'est très difficile, ça. On le voit beaucoup, là, plus là, je pense dans les groupes, les centres de femmes, là, sur le terrain, combien c'est difficile, là, toutes les mesures qui sont déployées depuis 1 an et demi, là, comment c'est difficile. Avant d'être taxé de paranoïaque, on sait très bien que l'austérité amenuise le tissu social et que les femmes, pourquoi ils en subissent plus? Parce que on est sur la première ligne de terrain. Pourquoi ces métiers-là sont encore tenus par des femmes? Le marché du travail, à la base, il a été construit par des hommes et pour des hommes. Les hommes, à l'époque, si je retourne même juste à l'époque de ma grand-mère, c'est les hommes qui sortaient de la maison, qui allaient travailler, qui ramenaient le revenu. Les femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants. D'abord, elles en avaient beaucoup. Donc, elles travaillaient, mais sans revenu. Les religieuses, par exemple, aussi, à l'époque, s'occupaient beaucoup des soins de santé, de l'éducation. Les frères aussi pour les garçons, mais les religieuses étaient beaucoup dans ces secteurs-là de soins, de services sociaux et tout ça. Puis les femmes en faisaient beaucoup une partie bénévole aussi. Donc, quand les choses se sont développées dans notre société, puis qu'on a étatisé, par exemple, les services de santé et d'éducation, bien, les femmes, c'était là qu'il y avait de la place pour travailler. Donc, les femmes ont investi ces endroits-là pour aller travailler, puis... mais elles avaient aussi l'expertise. Elles avaient l'expertise, sur le terrain. bien sûr, mais la problématique, c'est que comme c'était des métiers qui étaient vus un peu comme l'extension du travail féminin à la maison, qui était non rémunéré, bien, elles ont commencé à travailler à des salaires pas très intéressants, avec pas nécessairement des bonnes conditions de travail, puis c'est un travail qui a toujours été un peu moins bien reconnu. Ça s'est amélioré avec le fait que le gouvernement s'occupe en tout cas jusqu'à maintenant, s'occupe de ces secteurs-là, parce que il y a des syndicats qui sont présents, puis bon, il y a des lois qui ont passé comme l'équité salariale et tout ça. Donc, les femmes sont capables maintenant de gagner décemment leur vie dans ces métiers-là. Par contre, on voit quand l'État se désengage, comme là, il se désengage dans ces secteurs-là. Donc, c'est évident que c'est les femmes qui sont touchées. Quand on enlève tous les services en santé, services sociaux, éducation, c'est les femmes sont nécessairement touchées, là. Mais comment le gouvernement peut choisir de couper là? Comment est-ce que ça peut être sa priorité de couper les services à la population, de tout ce qui guérit, tout ce qui aide à élever la masse moyenne? Comment est-ce qu'on peut, en bon père de famille, en bon père de la province, décider de sabrer là-dedans? Vous en voyez souvent dans les centres des femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à venir même juste déjeuner chez vous, manger chez vous, parce que c'est de plus en plus difficile. Et il y a beaucoup de manifestations. On reçoit au gouvernement ces plaintes-là. Comment ça, est-ce qu'on continue la manœuvre? Bien, premièrement, il faut savoir que si le gouvernement il coupe en santé, en éducation, c'est parce que dans la fourchette, dans la tarte de dépenses du gouvernement, c'est là que sont les plus grosses dépenses du gouvernement.
Fait que, tu sais, je veux dire, au niveau de la santé, je pense que c'est 34 ou 37 des dépenses du gouvernement qui s'en vont en santé et services sociaux. Fait que c'est bien évidemment que s'il cherche de l'argent puis qu'il dit qu'on n'a pas les moyens d'avoir ces services-là, bien, il va aller les couper. Puis c'est sûr que quand il coupe dans, comme Mireille a dit, dans les professions où les femmes y sont et dans les services que les femmes ont besoin, quand on pense que les proches aidantes sont à 80 des proches aidantes et non pas des proches aidants, bien, c'est la femme. Puis souvent, on dit que les proches aidantes, ce sont les personnes qui vont s'épuiser le plus vite, puis qui vont tomber malades même, puis qui vont mourir des fois même avant la personne aidée. Fait que on est des utilisatrices de services, puis le gouvernement, bien, il coupe là-dedans, mais sans regarder où ça touche, puis qui ça touche, puis comment ça touche. Puis comme tu dis, c'est sûr que nous, on offre souvent dans nos activités de plus en plus, à chaque fois qu'on offre une activité, on offre un repas, que ce soit le déjeuner ou le souper. Et de plus en plus, on voit les femmes qui ne mangent pas à leur faim. Tous nos repas sont gratuits. Je dis pour le 8 mars, on était au restaurant L'Héritage à New Carlisle, c'était gratuit pour les femmes. Parce que sinon, les femmes, je veux dire, rendues à la fin du mois, là, ils n'en ont plus d'argent. Là. Puis quand tu gagnes 900, 906, 936 par mois, puis que ton steak il augmente, puis qu'il n'arrête pas d'augmenter, puis ton électricité augmente, puis si tu as moindrement réussi à avoir une petite maison, les taxes augmentent, tout augmente. Fait qu'à un moment donné, ça ne marchera plus, là. Et vous êtes toujours en train de, à chaque repas que vous allez offrir, vous conscientiser les femmes, de leur expliquer c'est quoi l'austérité sur leur milieu de vie qui s'est dégradé tranquillement, mais qui peut-être qui accélère un peu plus ces temps-ci. Là. Comment vous leur expliquez de façon concrète que l'austérité touche Madame Tout-le-Monde exactement dans certains secteurs? Bien, c'est sûr que l'austérité, on n'a pas besoin de leur expliquer parce qu'ils sont conscients des coupures du gouvernement. On demande toujours plus aux gens qui sont à la base. On demande toujours plus d'argent, mais ils n'en ont pas d'argent. Fait que, tu sais... Puis on enlève des services aussi en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, bon, les services de garde, on est en train de... On est en train d'enlever des places en service de garde. Bien, je vais te donner un exemple. Dans un couple, OK, les deux, ils travaillent. Madame est enceinte, elle a arrêté de travailler, elle doit retourner sur le marché du travail. Se trouve une garderie, il n'y a pas de place. Si c'est le monsieur qui gagne le plus gros salaire, c'est qui tu penses qui va rester à la maison? C'est la femme. Mais quand on dit que l'austérité, c'est une violence faite aux femmes, c'est parce que la femme, elle n'a pas le choix. C'est un manque de choix, l'austérité que le gouvernement y fait à propos des femmes. Il ne nous donne pas le choix. Faut qu'on économise. Faut au lieu d'acheter ça, on va acheter ça parce que c'est moins cher. On n'ira pas là parce que ça coûte trop cher. Tu sais, on ne s'habillera pas. Moi, j'ai combien de femmes ici qui n'ont pas de bottes d'hiver, qui n'ont pas de manteau d'hiver? On a été au friperie avec elles pour les aider parce que, écoute, je veux dire, quand il fait moins 30, tu n'as pas de manteau d'hiver. Quand tu as de la misère à t'habiller puis à te nourrir aussi, c'est encore très difficile de s'habiller puis sortir dehors pour aller manifester. Oui, mais encore là, ce que ça fait, c'est une roue qui tourne. Hein? Ça fait que la personne qui ne mange pas bien parce qu'elle n'a pas assez d'argent, elle ne s'habille pas, elle pogne froid. À un moment donné, elle est utilisatrice du service de santé aussi. Elle tombe malade. Tu sais, c'est une roue qui tourne, là. Mais tu donnes moins d'argent aux gens, ils vont avoir moins une bonne qualité de vie, fait qu'ils vont être utilisatrices encore plus et utilisateurs encore plus du système. Donc, ça va coûter encore plus cher au gouvernement. Et c'est un gouvernement qui a décidé de promouvoir l'austérité alors que ça a fait des ravages dans d'autres pays en Europe. Oui. Et depuis les années 70, les femmes ont manifesté, puis oui, on les brûle plus. On pensait qu'on devait plus les brûler, ces foutus soutiens-gorge pour manifester, mais les femmes vont ressortir, on ressort encore, on en parle, mais jamais elles vont prendre des moyens non plus violents pour s'exprimer. Alors, à partir de quand est-ce qu'on va avoir une écoute? Jusqu'où on peut se rendre dans cette lancée d'avoir un père qui scrape nos instances un peu confortables et de développement sociétaire? Jusqu'où ça peut se rendre? Bien, premièrement, moi, je dirais, c'est de se prémunir de son droit de vote. Hein? Ça fait 75 ans qu'on l'a, il va falloir que les femmes aillent voter, puis soient conscientes. Nous, au Centre de femmes, on fait de l'éducation auprès des femmes.
De un, pour qu'ils reprennent le pouvoir sur elles-mêmes, et de deux, pour les amener à une action collective. Donc, on part du « je », puis on s'en va vers le « nous », nous ensemble. Puis, le thème du 8 mars cette année, c'était « Appel à toutes pour se faire entendre ». Moi, je pense que ça fait référence beaucoup aux mobilisations qu'il y a eu par le passé, parce qu'il y en a eu des mobilisations, et les jeunes femmes d'aujourd'hui, ils ne sont pas au courant des batailles que les femmes ont menées à travers les années et les époques. Puis, ça fait appel aux mobilisations qu'on fait présentement, puis ça fait appel aux mobilisations qu'on va devoir faire parce qu'il y a des acquis qu'on est en train de perdre. Si on parle d'avortement, si on parle de services pour les proches aidantes, si on parle de la santé, tu sais, il y a plein de trucs qu'on est en train de perdre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, des manifestations, des super fêtes de solidarité qui s'en viennent à la table de concertation des groupes de femmes? Bien, d'abord dans l'occasion du 8 mars, mais on fait plein d'actions aussi qui ne sont pas nécessairement des manifestations dans la rue, mais ici, comme dans la région, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres organisations, par exemple les syndicats. Dans la dernière année, on a travaillé avec eux sur les manifestations qui ont eu lieu dans la région. On essaie de solidariser avec les autres groupes parce qu'on dit appel à toutes pour se faire entendre. Il faut que tout le monde ensemble, on travaille ensemble pour se faire entendre. Parce que si on ne se met pas ensemble, le gouvernement, d'abord, il écoute pas ou très peu. Donc, il faut avoir une voix forte pour ça. Puis donc, on n'a pas une représentante au gouvernement qui aime mettre sa jupe puis l'assumer en étant féministe. Elle a l'air un peu... c'est justement ce qu'elle parlait tout à l'heure, c'est ici, on apprend aux femmes à passer du « je » au « nous ». Puis la ministre Thériault, ce qu'elle disait, c'était « je n'ai pas à passer au « nous », je me suis faite, alors vous, les autres femmes, faites-vous vous aussi. Allez-y. Let's go, vous êtes capable. C'est ça que ça voulait dire dans son discours. Donc, si vous voulez, vous pouvez, dans le fond. Bien, c'est toute l'idéologie néolibéraliste. Puis sauf que quand tu n'as pas de carte dans ton jeu non plus, tu ne peux pas jouer. Alors, voilà, au départ, on part même pas tout égal là, sur cette base-là. Je veux dire, le statut d'égalité aussi, même entre femmes, on n'est pas égal non plus. Fait comment veux-tu... C'est comme quelqu'un qui fait une dépression, puis on dit « Ah, ben donne-toi un coup de pied, puis ça va aller, là. » Ça marche pas de même. Oh. Ce n'est pas fini, Non, il y a beaucoup de travail à faire. On en a toujours beaucoup eu, mais disons, là, on est très inquiète parce qu'il y a des reculs qui sont en train de se faire, puis Dieu sait que quand on fait des pas en arrière pour revenir au même endroit où on était, il va y avoir du travail à faire. Ça va être très difficile. On pensait que le féminisme allait de soi. On pensait qu'on était une société qui allait bien. On pensait pas qu'on pouvait s'attaquer comme ça aux plus démunis et à ceux qui les protègent. Il y a une éducation à faire, l'amener à l'école aussi et pas laisser tomber ces jeunes femmes-là qui vont... Bien, tu vois, comme dans ma génération, là, qui est pas loin de la vôtre, là, on est arrivé puis on avait tout. Bien, c'est-à-dire, on avait tout. On avait l'éducation. Pour moi, c'était naturel que j'ai droit à la même éducation que les gars, que j'avais droit à l'avortement, j'avais droit de prendre la pilule. Bon, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Dans notre génération, ce qui est arrivé, c'est que on est arrivé avec tous ces droits-là qui ont été acquis, puis on ne nous a pas expliqué qu'avant, on ne les avait pas. Il y a eu une bataille pour en arriver Il y a eu une bataille pour en arriver à avoir ces droits-là. Fait que ça, quand on ne prend pas conscience de ça, on peut pas un peu comme la ministre Thériault, je pense, dans le fond, c'est un peu une méconnaissance de son histoire ou de ce qui s'est passé dans l'histoire. Fait que si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir qu'on est féministe. On pense que l'égalité a toujours été là, l'égalité de droit, en tout cas, a toujours été là. Puis avec l'expérience de vie, bien, souvent, on se rend compte, dans certaines expériences de femmes, on se rend compte que, oups, j'ai été discriminée à tel endroit pour un emploi. Pourquoi donc? Il m'est arrivé un gars, j'ai vécu une agression sexuelle dans un bar. Quelqu'un me touche à des endroits où je ne veux pas. Pourquoi? Puis là, tranquillement, dans la vie, on finit par se rendre compte que on n'est peut-être pas si égalitaire que ça. Non, puis il faut réagir à chaque fois pour ne pas perdre le peu d'acquis, ce qui reste aussi. Là, il va y avoir une mobilisation au mois d'avril des centres de femmes. Là. Absolument. À fin avril, là, on attend des nouvelles, là, mais ça, c'est sûr que vous allez en entendre parler. Là. Il s'annonce plusieurs choses qu'on ne peut pas nécessairement annoncer officiellement parce qu'il s'annonce des mobilisations, peut-être des jours de grève.
sociales, peut-être des manifestations dans la région. Là, mais il y a plein de choses qui sont en préparation, mais c'est sûr qu'il va y avoir plein d'actions au printemps, là, ça va repartir. Oui, parce que pour un regroupement qui n'est pas violent, dans une société qui se laisse souvent mener sans trop réagir, les actions, des fois, on trouve qu'ils sont lentes à arriver, puis des fois, on se trouve mou. Alors, profitons de ces événements et de votre présence pour en parler à nos auditeurs. Merci beaucoup, mesdames. Ben, Merci ça me fait à vous. plaisir. Merci.